Le monde littéraire retient son souffle. La semaine à venir s'annonce intense. Les prix littéraires d'automne vont couronner nombre de romans et ils peuvent changer le destin d'un auteur, d'un ouvrage, voire d'une maison d'édition. Les prix littéraires, c'est une tradition française qui devient presque une manie. On en compterait plus de 2000 chaque année. L'occasion de se demander à quoi servent véritablement les prix littéraires. Un prix vous fait-il acheter, vous, un livre, par exemple? C'est la question qu'on vous a posée sur Twitter. Dites-nous pourquoi. Vous pouvez continuer à voter. Pour le moment, vous êtes à peu près 80% à répondre non, et donc 20% de oui par déduction. Élément de réponse de ce qu'en disait en tout cas Françoise Nyssen, la présidente d'Actes Sud, ancienne ministre de la Culture, sur France Inter. C'était le 23 décembre 2015. On avait marqué notre comment dirais-je, désarroi de ne jamais être dans les grands prix d'automne. C'était effectivement parce que ça a un impact important pour une maison d'édition. C'est une reconnaissance pour les auteurs. Pour les auteurs, ça joue, de savoir qu'ils sont dans une maison d'édition qui peut éventuellement leur donner cet éclairage-là. C'est un impact économique conséquent. Et c'est vrai qu'on remarquait que ça tournait un peu en rond sur des maisons d'édition qui fonctionnent à Paris. Grasset, Gallimard, Le Seuil, voilà, pour pas les citer. d'une certaine façon. Anne-Laure Walter, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Livre Hebdo. Livre Hebdo, c'est le magazine des professionnels du livre. Anne-Laure, chaque ville, chaque association, chaque média, chaque profession même quasiment veut son prix littéraire. Pourquoi cet engouement ? C'est vrai que ça séduit le prix littéraire. Là, vous parliez 2000 prix littéraires existants. Nous, on en a 600 actifs sur une base de données bibliographique qui touche toute la France. Et 2000, c'est quand on compte chaque petite médiathèque, chaque librairie, chaque CE d'une petite boîte. Et il faut croire quand même qu'on aime bien donner des bons points en France. Et on est vraiment les champions du monde, ça c'est sûr. C'est une spécificité française. Ouais. Et ça date, en fait, le premier prix littéraire, c'est le prix Nobel, et c'était en 1901. Et dès 1903, la France a commencé avec le Goncourt, et puis on a eu le Femina, et puis on a eu le Renaudot. Donc c'est vraiment une très grande tradition française. Alors justement, le premier prix, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de ce premier prix. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée un jour de faire un prix littéraire? Quelle était l'intention de départ? L'intention, c'était un petit peu, c'était le mélange de reconnaissance, de se repérer un petit peu dans la production foisonnante. Bon, à l'époque, on avait un peu de mal à savoir tout ce qui était publié. Il y avait des bulletins du livre qui nous donnaient une idée de ce qui existait, ce que les imprimeurs avaient mis en place, mais c'était un peu complexe. Donc c'était à la fois se repérer un petit peu dans ce qui se passait et puis distribuer un bon point, repérer un petit peu les choses. Donc c'est aussi bien couronner un succès que faire émerger justement des nouveaux talents, faire émerger de belles découvertes qui passeraient peut-être inaperçues. Exactement. C'était ça dès le départ. C'était ça dès le départ. Et c'est toujours le débat aujourd'hui. L'idée, c'est un prix littéraire. Est-ce que c'est repérer une nouvelle plume ou est-ce que c'est couronner une carrière littéraire ? Alors, comment ces prix se distinguent les uns des autres? Il y en a beaucoup, on peut citer les principaux, le Goncourt, qui est quand même le prix le plus important, prestigieux, celui qui vend le plus. Celui d'aujourd'hui, on peut le citer, c'est celui de l'Académie française. L'Académie française, oui. Donc ça commence, la saison des prix d'automne, comme on dit, commence. C'est le coup d'envoi officiel. Donc il y en a énormément. Comment ces prix, donc le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Femina, l'Académie française, l'Interallié, le prix Décembre même, donc là on cite vraiment les principaux, comment ils se distinguent les uns des autres? Est-ce que, par exemple, un auteur a plus ou moins un prix qui lui correspond? Est-ce qu'on peut être, par exemple, Renaudot compatible aussi bien que Goncourt compatible en même temps? Alors oui. Ils distinguent en fait, ils ont quand même une ligne, on voit un petit peu au travers de ce qui a été primé les années précédentes, un petit peu ce qu'ils choisissent. Après, il y a toujours des surprises. Les Goncourt en font beaucoup dernièrement, des surprises. Donc après, on se rend compte quand même que dans les sélections, parce que c'est à partir de sélections, on retrouve quand même beaucoup de livres qui sont cités régulièrement dans toutes les sélections. Dans les Grands Prix d'automne, par exemple, il y a un roman de David Diop, son deuxième roman, il est cité dans toutes les sélections des Grands Prix, toutes. L'année dernière, c'était Des Érables, toutes les sélections, Cusset, toutes les sélections, il y a 2 ans. Après, ça ne leur porte pas forcément chance, les deux précédents, là, n'ont rien eu. Donc ça leur porte pas forcément. Mais on peut en recevoir plusieurs en même temps. On peut être seulement nommé, mais on peut aussi en recevoir plusieurs. Oui, alors pas les grands prix. Généralement, les grands prix, ils se marchent pas sur les pieds parce que du coup, ça serait quand même, ça tuerait un petit peu leur prix. C'est pas la peine d'être à la fois Renaudot et Goncourt. Enfin, et pour le Goncourt et pour le Renaudot, ça n'a pas trop de sens. Pour l'auteur, ça va pas le mettre plus en avant son livre. Il sera déjà mis en avant. Après, on peut avoir un prix Fnac
et un Goncourt, où on peut avoir... après, il y a des multitudes de prix. Le prix Stanislas à Nancy, qui était connu pour prédire un petit peu le Goncourt, qui était remis en septembre, et assez longtemps, ils ont trouvé le même lauréat que le Goncourt. Donc c'est possible d'avoir plusieurs prix, mais sur les grands prix d'automne, généralement, ils se partagent un petit peu le gâteau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, les ventes moyennes de livres par prix, donc, qui vont apparaître à l'écran. Donc, l'inflation est manifeste. On a dit qu'il y en avait de plus en plus. Sa diversification aussi, il y a même des prix assez farfelus qui existent. On en parlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on constate ces chiffres? Donc, par exemple, les Goncourt, qui vendent en moyenne donc 395 000 livres à partir du moment où on a reçu ce prix. Il y a un écart terrible d'ailleurs avec l'interallié, donc ça vaut 42 000. C'est quoi? En fait, c'est un accélérateur formidable, un petit peu, c'est un accélérateur, un petit peu démesuré presque. C'est un accélérateur formidable. Il se trouve que le Goncourt, depuis quelques années, prime des livres qui marchaient déjà bien. Donc ça va les mettre encore plus en avant. Ce n'est pas des inconnus qui vendaient 1000 exemplaires et du jour au lendemain passent à 395 000. Mais ça accélère beaucoup parce que y a quand même, vous demandiez à vos téléspectateurs s'ils achetaient les prix, les livres primés. Le Goncourt, quand même, c'est un des livres les plus offerts à Noël. Enfin, on aura un libraire qui nous expliquera un petit peu, mais ça a un lien énorme. Donc, c'est en gros, si on résume un petit peu avec vous, les livres qui reçoivent un prix, c'est un petit peu ceux qui font autorité dans la littérature. C'est un peu comme ça qu'on peut les définir. Là, on parle des grands prix. On en parle de 5 à 8 prix, ça dépend un petit peu de ce qu'on choisit. Parce qu'après, ce n'est pas le cas de tous les prix. Il y a des prix qui émergent parce que c'est des prix, par exemple, de distributeurs. Enfin, quand la FNAC met son prix, forcément, la FNAC a tellement de magasins, il met en avant dans tous ses magasins le livre. Le livre, Adeline Dieudonné, cette année, d'un coup, elle monte à 45 000 exemplaires assez rapidement parce que forcément il est beaucoup plus exposé. Mais oui, on retient quand même d'une rentrée littéraire, la rentrée littéraire 2017, on retient quand même qu'elle a été marquée par ceux qui ont eu des grands prix. Alors justement, on va voir quel impact ça peut avoir sur la littérature. Dans un second temps, on verra quel impact ça peut avoir sur les écrivains eux-mêmes. Mais sur la littérature, je propose qu'on écoute le commentaire d'un libraire. Vous savez que chaque année, il y a le prix Nobel de littérature qui récompense un écrivain pour son œuvre littéraire. Et normalement, c'est l'Académie, c'est comme ça, l'Académie suédoise qui l'attribue. Et cette année, pour la première fois, depuis 70 ans, le prix a été annulé pour une sombre histoire de scandale sexuel qui implique le mari d'une académicienne suédoise. Écoutez ce qu'en dit du coup un libraire suédois qui explique donc exactement l'impact économique d'un prix littéraire. I mean, we will probably lose at least 500,000 kroner on this, because that's what we usually sell from the Nobel Prize winner, and then all the people who come in the shop. So, but last year we sold thousands and thousands of different, in English and Swedish and French and all languages. Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement. Vous êtes libraire depuis 25 ans. Donc vous êtes à Paris. Est-ce que tous les prix ont le même impact sur les ventes? Qu'est-ce que vous constatez dans votre librairie? Quels sont les prix au plus fort impact? Traditionnellement, Goncourt et Goncourt des lycéens. Après, c'est la roulette. En fait, on a eu des prix de l'Académie qui ne se sont pas du tout vendus. On a eu des intérêts... C'est vraiment, après, c'est une question de titre, en tout cas à la librairie. Là où je travaille, c'est frontalement le Goncourt, énorme succès, même si c'est un livre qu'on ne soutient pas, même si c'est un livre qu'on n'a pas aimé, même si c'est un livre difficile, c'est de toute façon un énorme succès. Après, c'est une question de volume. On ajuste par rapport à ça. Et de l'autre côté, effectivement, le Goncourt des lycéens qui s'est imposé d'année en année. Ça, c'est une surprise. Je vous avoue que j'étais étonnée en préparant cette émission de l'impact incroyable du prix Goncourt des lycéens. Alors, ce qui joue beaucoup pour le Goncourt des lycéens, c'est sa réputation. C'est-à-dire que le Goncourt des lycéens, on sait qu'on va acheter une histoire. Parce qu'effectivement, de manière assez générale, les derniers Goncourt des lycéens, depuis l'origine, à peu de choses près, sont des romans dits narratifs. C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Donc, il y a du rebondissement, il y a des choses. Et résultat, les gens le savent. Et ils savent... Autant le Goncourt, on ne sait jamais trop, parce qu'effectivement, c'est très divers. Autant le Goncourt des lycéens, c'est marqué Goncourt des lycéens, je ne connais pas, mais je sais qu'il va y avoir une histoire et que je vais t'emmener, en fait. Et résultat, régulièrement, c'est un grand succès. Donc, un prix littéraire, vous le constatez dans votre librairie, c'est un gage de sécurité, c'est une valeur sûre pour un lecteur, un promeneur, en tout cas, dans une librairie qui potentiellement vient acheter un livre. Là, c'est la garantie que c'est un bon livre. Voilà, sur certains prix, mais effectivement, ça joue beaucoup, toujours positivement, oui. Ça se vend mieux qu'un classique, par exemple, un bon prix littéraire? Vous avez, en fait, il y a toujours un facteur démultipliant. Toujours. Après, donc on disait, c'est une question d'échelle. Mais même un livre qui marche très bien, par exemple l'année où ils l'ont remis le Goncourt à Houellebecq,
Alors que le livre était déjà un très gros succès de librairie. On s'est dit, on est au max, en fait. Et en fait, non, on a pulvérisé les chiffres parce qu'il avait eu le Goncourt. Donc même sur des très gros titres comme ça marche à fond. L'année dernière, Le Vuillard, qui était une surprise à la librairie, ça a été un énorme succès. Donc voilà, on est sur des choses d'échelle comme ça, mais qui sont toujours très positives. Donc pour vous, les prix, c'est un soutien considérable pour la littérature. Est-ce qu'elle serait en danger si ces prix n'existaient pas, par exemple? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Ça ferait un gros trou, en fait. Oui. Ce que disait mon confrère suédois. Moi, là, le fait que cette année, il n'y ait pas de Nobel... Alors, le Nobel, c'était très divers. On avait tout et rien. Hein. L'année où Dylan l'a eu, forcément, on n'a pas vendu grand-chose. Mais le fait qu'on n'ait pas de Nobel cette année, c'est une première mauvaise nouvelle pour nous. Alors, imaginons qu'il n'y avait pas les autres prix. Oh, mon Dieu, ça serait affreux. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque quand même avec les prix, s'il faut qu'on trouve une petite mesure peut-être dans nos propos, le risque de noyer un petit peu le lecteur potentiel, en tout cas de faire tomber un peu aux oubliettes des œuvres qui n'ont pas reçu ces prix, qui n'ont pas reçu cette lumière. Est-ce que c'est un déséquilibre finalement? Est-ce que ce n'est pas un certain déséquilibre pour la littérature? Alors il y a quelque chose comme ça qui se joue. C'est-à-dire que là, vous prenez, on est à un moment où la rentrée littéraire remonte à quelques semaines déjà, il y a eu un gros tri qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui marchent et des livres qui ne marchent pas. On est pendant les vacances. À la sortie des vacances, vous avez tous les prix qui tombent. Eh ben, on peut dire que la rentrée littéraire est en grande partie soldée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les prix vont tomber, vous y ajoutez les coups de cœur des libraires, il y a beaucoup de livres, c'est fini. Leur vie est terminée alors qu'ils sont sortis il y a 2 mois. Mais voilà, c'est le jeu. C'est terrible, Noël, on appelle ça, je crois, les livres morts-nés. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Le terme est cruel, mais c'est vrai qu'il y a ce déséquilibre que créent les prix. Il faut quand même Tout à fait. le mentionner. Est-ce que les prix récompensent toujours les mêmes maisons d'édition? Ça, c'est une question... Plus maintenant. maintenant. Ça a été, et maintenant c'est très très ouvert en fait. On constate depuis de nombreuses années, les renouvellements des jurys ont beaucoup joué là-dedans. Alors on voit quand même, donc là il y a un carton qui s'affiche à l'écran. Gallimard explose absolument tous les... Ça c'est logique. Voilà, a reçu 94 prix depuis j'imagine, le début de sa création. Mais donc c'est énorme. Mais alors est-ce qu'on peut citer les maisons principales qui ont reçu le plus de prix? Est-ce que vous les connaissez? Ce que vous évoquiez à l'époque, tout à l'heure, c'est effectivement au départ, il y avait ce cercle parisien avec les éditions Grasset, les éditions du Seuil et Gallimard. Aujourd'hui, ça s'est ouvert. On a vu tout à l'heure Madame Nyssen, Actes Sud a quand même récupéré ces dernières années quelques Goncourt sur la route. Un petit peu aidé par les circonstances. Par les circonstances. Et, mais c'était déjà une maison qui se portait bien. C'est une maison qui se portait bien et c'est vrai que... Avant qu'elle soit ministre. Hein. Voilà, ça fait des choses. Et aujourd'hui, vous voyez, on a des livres, par exemple... de l'Odieudonné à l'Iconoclaste. C'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas été trop envisageable il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Alors, je prends juste une réaction d'un internaute, Kamel, qu'on salue, et qui nous dit qu'il faudrait plutôt parler de l'impact du marketing dans l'achat de ces livres. C'est une évidence? C'est une évidence. Le bandeau est quelque chose... voilà, le bandeau est une publicité. Et ce qui est important, c'est que quand on défend un livre à la librairie, vous avez votre coup de cœur, vous avez votre parole en fait par rapport à la personne qui vient chercher un mot. Et forcément, si votre parole est amplifiée avec un bandeau, ça fait un deuxième argument auprès de la personne qui se dit alors mon libraire aime beaucoup, en plus il a eu un prix. Donc voilà, c'est quelque chose. Voilà, on en revient à ce côté démultiplié en fait. Démultiplié dans un hyper choix considérable. Le marché du livre aujourd'hui se porte mieux. De mieux en mieux, on a eu des craintes à un certain moment. En fait, en réalité, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais ça va plutôt bien pour la littérature. Les Français lisent énormément. Il y a ce chiffre étonnant qui est révélé par le CNL qui dit que le nombre de livres lus, papier et numérique confondus, en 2015, on était à 16 livres par an. Donc les Français lisent 16 livres par an. Et en 2017, ils auraient lu 20 livres par an. Tant mieux. Vous confirmez? Oui. La librairie se porte bien. Et c'est vrai qu'une chose qu'on voit, c'est depuis plusieurs années la montée de la jeunesse. Et forcément, c'est le socle. C'est-à-dire que si vous habituez vos enfants à lire, ils vont après continuer. Et on voit bien le rayon jeunesse qui, depuis des années, est en progression tous les ans et quelque chose d'extrêmement porteur pour notre avenir. Donc les prix pour ça peuvent permettre de cibler en tout cas des domaines particuliers. Est-ce que trop de prix, on va terminer là-dessus, ne tue pas la littérature finalement? La course au prix, selon vous, est-elle compatible avec une littérature plus désintéressée, plus libre dans sa créativité? Je pense pas. En fait, trop de prix, il y a énormément de prix qui n'existent pas. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui sortent et qui ne vendent rien. En fait, après, il y a des questions de périmètre, il y a des questions d'impact. Donc, pour moi, un prix n'est jamais une mauvaise nouvelle.
forcément, à partir du moment où des gens se sont réunis et ont dit ce livre-là mérite notre prix, c'est toujours quelque chose de plutôt bien pour les ouvrages. Après, de toute façon, le public ne tombe pas dans le panneau si jamais c'est pas bien. C'est un plus, mais c'est pas le livre. Et je ne suis pas persuadé que ça ait un impact. Ça a un impact sur le mouvement, comme vous l'expliquiez, de fin d'année par rapport aux ventes. Ça, c'est évident. Mais on parle de quelques grands prix. On ne parle pas de l'ensemble des prix. Par contre, effectivement, moi, le libraire que je suis, c'est toujours une très bonne nouvelle, un prix. Parce que si c'est un coup de cœur, ça va vous aider, et tant mieux, en fait. Alors justement, on va voir si c'est une bonne nouvelle dans les faits. Je vous propose quel impact ça peut avoir pour un écrivain. Je vous propose qu'on écoute Michel Houellebecq. On était en 2010, vous en parliez tout à l'heure. Il avait décroché le prix Goncourt pour son roman La carte et le territoire. Regardez sa réaction. Vous êtes surpris par cette folie médiatique autour de vous aujourd'hui, là? Non. Je suis surpris physiquement parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis pressé, mais au fond, non. Je sais que je provoque beaucoup de choses médiatiques. Ça vous fait plaisir? Oui. Oui, quand même. Oui. Ça fait plaisir quand même. Bonjour Mohamed Aïssaoui. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro littéraire. Alors, est-ce que les grands écrivains ont forcément eu des prix? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut devenir un grand écrivain sans avoir reçu de prix? Oui, heureusement. Il y a beaucoup de grands écrivains qui n'ont pas eu de prix, mais il se trouve que souvent... Par exemple, est-ce que vous avez un exemple, Mohamed? Comme ça, non, mais je pense qu'il y a, par exemple, Céline n'a pas eu le Goncourt alors qu'on lui promettait le Goncourt, mais il a eu le prix Renaudot, comme un lot de consolation. Donc il y a comme ça des grands écrivains qui ont échappé à des grands prix, parce que si on regarde les palmarès, par exemple, du Goncourt, forcément, Camus n'a pas eu le Goncourt, Sartre n'a pas eu le Goncourt, etc. Mais le fait est que, heureusement, comme il y a beaucoup de prix, il arrive que les grands écrivains, heureusement, soient couronnés. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait notre invité précédemment? Est-ce que, finalement, la course au prix est compatible, selon vous, avec une littérature peut-être désintéressée, exigeante aussi dans sa créativité? Est-ce que vous ne trouvez pas que le prix peut nuire à cette... Non, vraiment, je suis à 1000% d'accord avec ce que disait Stanislas Rigaud. Un prix fait toujours plaisir, même le plus petit prix. Ça fait plaisir à l'auteur, ça fait plaisir à l'éditeur, ça fait plaisir à l'organisateur. Après, je ne pense pas qu'un prix va dévaloriser une écriture exigeante. Parce que le fait est qu'il y a tellement de prix, d'excellents prix. Le grand prix du roman de l'Académie française va aller traditionnellement vers un styliste. Le Goncourt, le Renaudot va aller vers un auteur plutôt populaire. Ça, c'est vraiment le schéma type. Après, il y a tous les cas de figure. Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que ça fait toujours du bien. Ça ne démultiplie pas toujours avec des ventes extraordinaires. Mais le fait est, et le libraire suédois l'a dit, s'il n'y avait pas ces prix-là, on n'en parlerait pas, on ne serait pas aujourd'hui avec vous. Absolument. Mais justement, il y a quand même d'ailleurs, il y a un internaute qui pose une question qui va un petit peu dans ce sens. Est-ce qu'un prix, ça donne finalement une valeur marchande à un auteur, à un livre, ou est-ce que c'est une valeur littéraire qui est clairement confirmée? Mais les deux, parce qu'un prix littéraire va permettre de vendre beaucoup d'exemplaires, donc de faire vivre l'auteur qui parfois, et même très souvent, ne vit pas de sa plume, donc il va être tranquille sur ce plan-là. Et puis, il ne faut pas oublier que ceux qui décernent les prix littéraires, ce sont souvent des écrivains. Et c'est une reconnaissance énorme du travail de l'auteur. Donc, il ne bénéficie pas seulement de ventes démultipliées, mais les jurés du Goncourt, du Renaudot, du Médicis lui disent, voilà, vous êtes un grand écrivain, on reconnaît votre valeur littéraire et c'est énorme. Alors, il y a pas mal de réactions sur le Figaro.fr. On salue Vincent, notamment, qui demande est-ce que les maisons d'édition ne font pas pression sur les jurys? Bien sûr qu'elles font pression. C'est leur travail. Oui. Ça va même plus loin que des pressions par moment. Donc, il faut un bon éditeur et un bon attaché de presse pour être sûr de gagner un prix. Le travail de l'éditeur, évidemment, il est de travailler sur le texte et il est considérable. Et un des pans de ce travail-là, c'est de défendre l'auteur, le livre, en allant voir le jury, en envoyant le livre. Il y a des maisons d'édition qui n'envoient même pas le livre. Donc, ils n'ont pratiquement pas de chance. Mais il faut, tout à l'heure on a parlé de marketing,
en littérature, on est encore à la préhistoire du marketing. C'est un bon dos, voilà. Et le travail de l'éditeur, c'est quand même de rendre visible le livre. Autre question de Vincent, est-ce que le meilleur prix, ce n'est pas d'avoir un public fidèle et constant? Ah oui. Ah oui, Bien parce entendu. que alors après, c'est difficile de juger sur la valeur intrinsèque de la littérature, mais il y a des romanciers qui vendent beaucoup et qui n'ont jamais eu de prix. Tout à l'heure, à l'écran, on avait Michel Bussy, il n'a pas eu de prix, mais il vend chaque année 500 000 exemplaires, ça lui va. Est-ce qu'il touche, par exemple, c'est une question je pense que les internautes peuvent se poser, est-ce qu'il touche directement une partie de la vente de son livre s'il est primé? Oui, est-ce qu'il bien touche sûr. différemment? Quand on est primé, est-ce qu'on reçoit Il y a des prix qui différemment sont dotés. les bénéfices? Il y a des prix qui sont dotés. Le Grand Prix de l'Académie française, c'est autour de 7 000 €. Mais ce n'est pas ça, ce sont les ventes. Et les ventes, c'est des droits d'auteur en plus. Donc, généralement, ces auteurs-là, comme Michel Houellebecq, comme Pierre Lemaitre, etc., ils ont un pourcentage plus important sur les ventes, donc des droits d'auteur plus importants. Et puis après, quand ils publient un livre à la suite d'un Goncourt, d'un Renaudot, ils ont un avaloir plus important. À chaque fois. Mohamed, vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Comment se constituent les jurys des concours littéraires? Est-ce que c'est du volontariat ou est-ce que ce sont des membres qui sont choisis? C'est une très bonne question parce que c'est par cooptation. Donc, ça dépend des prix? Tous les prix, c'est par cooptation. Tous les prix, c'est le même système? Voilà, c'est le même système. Il y a, par exemple, au Goncourt, il y a le président Bernard Pivot, il y a les autres, Tahar Benjeloun, François Chandon-Agor, Virginie Despentes, ils sont 10. Et quand il y en a un qui disparaît, ce qui arrive, il faut choisir un autre et il faut qu'il y ait l'unanimité. Donc c'est uniquement par cooptation, il n'y a pas de critères où j'envoie un CV, etc. pour être membre du jury. Alors, il y a Vincent également qui est très actif, très actif. ce matin sur le site. Est-ce que la valeur littéraire est le vrai critère de l'octroi d'un prix? Non, on a déjà sûr. un petit peu répondu, mais vous confirmez que non. Non. C'est pas le réel non, critère. parce que d'abord, c'est quoi la valeur littéraire? Il faudrait déjà, on est deux, on a deux visions différentes de la littérature, on est 10, on a 10 visions différentes de la littérature, de ce qu'est... Voilà. Et le jury est censé représenter cette diversité oui, des points de vue. Exactement. Entre Virginie Despentes, Éric Emmanuel Schmitt au Goncourt, Bernard Pivot qui a des goûts plutôt populaires, Paul Constant qui va plutôt vers une exigence plus littéraire, tout ça, on ne sait pas et c'est difficile. Mais il arrive que des livres dits populaires ou même mal écrits, par exemple, soient couronnés quand même. Donc les critères sont tellement... sont impénétrables. Alors justement, on écoute François Bunel, qui est l'animateur de l'émission littéraire La Grande Librairie. Alors lui, il préside le jury pour le prix France Télévisions et il nous explique, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, ce qu'est pour lui un bon jury littéraire. On l'écoute. Je crois qu'il faut absolument des jurys de non-professionnels. Je suis formidablement attentif à tout ce qui vient de la part des lecteurs, c'est-à-dire des gens pour qui un livre, c'est une rencontre que l'on veut faire partager, qui ne sont pas blasés, qui ne sont pas non plus soumis à des pressions plus ou moins réelles, plus ou moins fantasmées, ou alors qu'on se met soi-même. Là, en l'occurrence, il y a une virginité dans le point de vue, une envie, une gourmandise qui sont rafraîchissantes. Vous n'avez pas l'air d'accord. Enfin, ça papote sur le plateau. On s'est tous retrouvés autour de la table et on accueille Jérémy Pontieux. Oui. Bonjour Jérémy qui vient représenter tous les internautes, Vincent en particulier, mais tous les autres Vincent très actif effectivement sur les réseaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions? Il y a quelques réactions, effectivement. Guilcam qui se dit « J'ai vainement essayé de trouver un intérêt quelconque à ces prix. J'en ai lu plusieurs avec ennui. Je me demande même quand même à quoi rime toute cette effervescence qui ne semble guère passionner les Français. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui donner une raison de se passionner ?» Allez, c'est le type de réaction classique. Classique, c'est pour ça qu'on... Mais classique parce que qu'est-ce que ça veut dire les prix littéraires? Il y a 100 livres qui ont été couronnés. S'il n'a pas trouvé un bon livre qui n'a pas été couronné, ça veut dire qu'il n'aime aucun livre. Donc ce n'est pas parce qu'un livre est couronné qu'il est mauvais. Il y a eu d'excellents... Albert Camus a eu le prix Nobel de littérature. Est-ce qu'il l'a lu et il l'a trouvé mauvais? Ça vous agace un peu, Mohamed? Ça m'agace parce que c'est vraiment très... c'est démagogique, en fait. Il est évident que les prix ne couronnent pas que des bons livres,
mais une couronne, si on regarde le palmarès même du Goncourt ou du Renaudot, dans le Renaudot, il y a Céline, il y a eu Modiano, il a été prix Nobel, il a été prix Goncourt, c'est une œuvre énorme. Il a été reconnu dès son premier roman, si je me rappelle bien. Donc, c'est démagogique de dire parce qu'il y a un bon dos, le livre est mauvais. Non, mais c'est une crainte peut-être générale, vous allez répondre, que ces pressions marketing et ces pressions que représente un prix peuvent un petit peu dénaturer cette littérature. C'est ce qu'on a essayé de dire un petit peu déjà. Vous avez une réponse là-dessus, Anne-Laure? Non, ce que je pensais, c'est un peu comme avoir trouvé son libraire, son bon libraire. Oui. C'est-à-dire que le prix, c'est des gens qui ont choisi un livre. Et ben, quand on commence à repérer un jury qui a des goûts assez similaires aux nôtres, et ben, du coup, c'est un conseil comme le conseil de son bon libraire. Et je ne sais pas, moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément les goûts du Goncourt, mais je suis sûre que si j'achète le Goncourt et que je l'offre à ma belle-mère à Noël, elle sera contente. Parce qu'elle aime bien le Goncourt, parce que tous les ans, elle aime bien le Goncourt. Et moi, je préfère par exemple le Fémina, je trouve que ça ressemble plus à ce que je lis. Et quand les Dames du Fémina repèrent un livre, si jamais je ne l'ai pas lu, bah, je l'achète par curiosité. C'est vrai, là, Anne-Laure, mais ce qui m'a agacé, c'était de mettre... tout sur le même plan. Tout, de dire tous les prix littéraires. Je l'ai lu. D'abord, il faudrait être assez fort pour avoir lu tous les prix littéraires. Donc, bravo. Et puis, de ne pas en trouver un à son goût, là, mais c'est exactement comme dire tous les libraires sont nuls. Oui, moi, si je vais dans une librairie nulle et que j'ai un type qui me dit achetez ça, et j'achète un livre qui ne me plaît pas, je ne vais pas dire la librairie c'est nul, il ne me propose que des mauvais livres. Quoi. On tombe après dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe de c'est forcément bon parce qu'il a un prix à c'est forcément nul parce qu'il y a un prix. Forcément, la vérité est au milieu et voilà, il y a tous les ans, il y a des prix que j'adore, il y a des prix que j'aime pas, il y a des prix que je comprends, des prix que je comprends pas, mais voilà, c'est le jeu en fait. En tout cas, ça fait vivre la littérature, ça alimente le débat, ça occupe les médias pendant quelques temps, donc c'est important. J'imagine que ça, vous le mesurez directement. Regardez, parce qu'on a parlé beaucoup effectivement par rapport aux prix, mais les prix, c'est la rentrée littéraire. Et cette rentrée littéraire met en scène quand même la littérature, les livres, les auteurs, pendant des semaines et des semaines. C'est une période formidable. On parle des livres tout le temps, partout. Et ça dure des semaines. Et forcément, cette frénésie. En plus, effectivement, la personne dit que ça n'intéresse personne. Je peux vous dire que, vu le raz-de-marée que déclenche le Goncourt et le Goncourt des lycéens tous les ans, visiblement, il y a quand même des gens qui sont quand même très intéressés dans cette histoire. Mais voilà. Et pour nous, c'est une chance formidable. On parle de la littérature, on parle des auteurs, on parle des livres. Et pourquoi c'est important, ça? Je m'éloigne un petit peu du débat, mais à quoi ça sert finalement d'avoir de grands écrivains? À quoi ça sert? Est-ce que c'est toujours... On a pour 3 heures. Non, mais qu'est-ce que ça apporte à la société? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir de bons écrivains? Est-ce qu'ils ont toujours ce rôle, les écrivains, d'icône un peu nationale qui portent la société? La littérature, c'est comme... Est-ce qu'on se pose la question de à quoi sert l'art? C'est une question d'ailleurs qui est souvent posée au sujet au bac philo. Mais la littérature permet de comprendre le monde, de le décrypter, de l'éclairer. Quelqu'un comme Boualem Sansal, on en parlait entre nous tout à l'heure, ou même Michel Houellebecq, il parle de notre société. Vous êtes surpris Ils en parlent Oui, nous sommes surpris. La fiction vraiment éclaire notre époque. Et je vois difficilement, on peut difficilement s'en passer. Non mais, Jérémy, pardon. Mais justement, sur ce rebond, ça me fait évoquer une autre remarque que j'entends assez souvent qui tient au ce que Vincent met en avant, c'est-à-dire est-ce que la valeur littéraire est le vrai critère de l'octroi d'un prix? Et un internaute qui se demandait si ce n'est pas toujours les mêmes maisons d'édition, je crois qu'on vous l'avait déjà un peu abordé, mais qui ont les prix. Est-ce qu'un bon auteur inconnu édité par une petite maison, lui dit n'a aucune chance d'être visible? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Il y a aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on expliquait tout à l'heure, par les changements de jury, par l'arrivée de nouvelles maisons d'édition, aujourd'hui, jamais un petit auteur sur une maison moins connue n'a eu autant de chances de pouvoir accéder au Grand Prix. Voilà. On en est là, il y a eu des périodes effectivement sans doute un peu plus fermées, mais là aujourd'hui, on peut être... Et à l'inverse, des écrivains très grand public n'ont pas forcément eu de prix. Bien sûr. Oui, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. C'est plus fréquent. C'est plus vrai. Je veux dire, Marc Lévy n'a aucune chance d'avoir un prix littéraire. Voilà, après on peut dire que c'est justifié, mais le fait est, Michel Bussy, qui a quand même un certain talent, ça va être difficile d'avoir un prix. Mais pour répondre directement à la question, tout est possible. Là, depuis 2006, donc depuis 12 ans, il y a eu 5 auteurs de premier roman qui ont eu le Goncourt, et je ne parle même pas d'autres prix. Là, dans la première sélection du Goncourt, sur les 15
il y avait 7 découvertes, dont 5 premiers romans. Et là, dans les listes finales, il en reste encore. Donc, tout est possible. C'est ça qui est bien en littérature. Il n'y a pas de règle. Jérémy, une dernière question. Alors, une dernière question, une question très précise de Vincent Toujours, qui nous dit sur quels critères est donné le prix Nobel de littérature ? Est-ce que vous le savez ? Il y a plusieurs critères, j'imagine. Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a 2 critères qui ressortent, mais qui ne sont pas dits, qui ne sont pas établis. Il n'y a pas de règle. On ne sait pas, il n'y a pas de sélection au Nobel. On ne sait pas. Ça peut être Il y a n'importe. une sélection, mais cachée. Cachée, voilà. Il y a 5 auteurs qui sont désignés. Mais qu'on ne sait pas. Voilà, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que si vous voulez, il y a 2 choses. Il faut d'abord que ça soit une œuvre. C'est-à-dire que le prix Nobel, contrairement à tous les prix dont on a parlé là, récompense non pas un livre, mais une œuvre. Donc il faut que l'auteur ait déjà écrit plusieurs ouvrages et quelque chose de relativement conséquent. Et que ça associe et une écriture. Donc on a toujours... très 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 souvent au Nobel des écritures très marquées et un sens de l'humain. Alors pas obligatoirement positif. Quand on dit une humanité, quand Jelinek qui a eu le prix Nobel, pardon, c'est très 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 noir. C'est l'auteur de La pianiste. C'était très dur. Et ça c'est le Nobel en fait. Mais c'est plus un déterminisme. C'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. Il n'y a rien d'établi. Mais même le prix Nobel a été décrié quand ils ont décerné leur prix à Bob Dylan. Ça a été peut-être le début de leur problème d'ailleurs. Le début de la polémique. L'Académie française avait décerné son Grand Prix du roman à Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je le cite parce que coïncidence heureuse, cher Mohamed, vous représentez le Figaro littéraire et auquel aujourd'hui donc le journal consacre un dossier assez savoureux sur les 50 ans de cette œuvre majeure de littérature amoureuse, un dossier très savoureux donc sur Belle du Seigneur, le grand malentendu. Donc à découvrir aujourd'hui dans tous les bons kiosques, évidemment sur le site du Figaro. Jérémy, une dernière question. Oui, une dernière qui rebondit sur ce qui a été dit par Mohamed. Vincent qui se dit pourquoi Marc Lévy n'a aucune chance d'avoir un prix littéraire. Est-ce qu'il pourrait ? Non, mais parce que c'est un auteur populaire qui vend déjà beaucoup à chaque roman publié. Et puis, voilà, la littérature populaire, comme la comédie au cinéma, est un peu mise de côté. Voilà. Donc, alors, je vous propose qu'on fasse maintenant un petit jeu, un petit quiz pour approfondir. Attention, Mohamed, ne vous avancez pas trop. Non, il faut crier plus fort que les autres. Lequel de ces prix littéraires n'existe pas ? Parce qu'on a quand même parlé des gros prix, mais il y a aussi des prix complètement farfelus. Donc, parmi les 2000 dont on vient de parler, il y a des bizarreries. Et alors, parmi tous ceux qu'on vous propose, il y en a donc un seul qui n'existe pas. Ça veut dire que les autres existent. Est-ce que c'est le prix de Chlore ? Est-ce que c'est le prix du livre préféré des papas, le prix de l'auteur sans piston, ça existe, ça. Ou le prix de la page 111. Alors lequel ça existe, 111, 112. C'est le préféré des papas qui n'existe pas. Le préféré des papas. Si, non. C'est un contre. En fait, il faut savoir. Et c'est au bain. Oui. Alors racontez-nous pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, tous les prix ont été créés contre les prix existants. Le Renaudot, c'est contre le Goncourt. Le Goncourt, c'est contre l'Académie française, etc. Donc, le prix de Chlore, évidemment, on pense au prix de Flore, etc. Le prix de l'auteur sans piston. Au bain-douche à Paris, oui, je crois. Et ils sont dans la piscine pour donner le lauréat. Et vous verrez, dans quelques jours, le prix du livre préféré des papas va exister. Alors, je crois que le livre préféré des mamans existait. Jusqu'en 2013, mais il a été supprimé depuis. Il avait été créé par le site maman.fr. Voilà. En effet, c'était donc le livre préféré des papas qui n'existait pas. Il y a un prix de la page 112 aussi. Oui. Alors, le prix de la page 111, déjà, est-ce qu'on peut en dire un petit mot ? Est-ce que vous le connaissez ? En fait, c'est beaucoup de pochades, d'amusement. Donc, ils prennent que la page 111 et ils critiquent que la page 111. C'est vraiment la page 111 qui est analysée. Oui, mais ils disent le prix de la page 109, 112. 112 aussi. Ouais. Voilà, c'est organisé par le journaliste Richard Guettet. C'est remis au Café de la Presse et en direct sur Radio Nova. Waouh! Voilà, donc c'est quand même un prix qui non existe. Le prix de l'auteur sans piston, est-ce que vous connaissez ? Oui, je connais bien. Ça a été créé, donc face à tout ce qu'on dit, tous les autres livres sont décernés à des pistonnés. Et là, le livre sans piston. Mais cela dit, il y a La fierté doit être en effet importante si on gagne celui-ci. Il y a le prix du livre arrivé par la poste, du manuscrit arrivé par la poste. Du livre à côté duquel on est passé. Là, oui, voilà, le prix l'inaperçu qui n'existe plus, je crois.
Ils ont arrêté, oui, ils ont arrêté. Ouais. Alors, un petit peu moins drôle, quelle somme touche le lauréat du prix Goncourt? Je ne sais pas si c'est moins drôle, mais en tout cas, c'est étonnant. Je connais la somme. Seulement 1 000 €, seulement 100 €, seulement 10 €. Tout ça pour ça. 10 €. Pour 10 €. Ouais. Oui, mais 380 000 exemplaires vendus. Ouais, c'est ça qui gagne. Et surtout, c'est ça. Ariane, la tradition veut que le chèque ne soit évidemment pas encaissé, mais plutôt encadré. Parce qu'il totalement désintéressé. Et un seul, là, oui, c'est Jacques Chessex, feu Jacques Chessex. Et ils ont dit, il est suisse, il a cru qu'il a encaissé. À l'époque, c'était 50 francs en plus. Donc, les ventes, en effet, sont multipliées par 4 en moyenne. Oui, ça vaut le coup. Le Goncourt. Troisième question, quel est le seul auteur à avoir remporté 2 fois le même prix littéraire? Oui, ça on connaît bien. Alors on vous propose, on vous aide quand même un petit peu. Est-ce que c'est Romain Gary, est-ce que c'est Éric Orsena ou est-ce que c'est André Malraux? Et les internautes participent également. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas Gary, c'est Gary et Ajar. Émile Ajar. Qui est donc son pseudonyme, il faut le préciser. Mais Éric Orsena a réalisé un autre doublé. C'est l'un des rares à avoir eu le prix Goncourt et le Goncourt des lycéens. Voilà, ce qui est très très rare. Laurent Godet. Ouais, Godet aussi. Et donc, Romain Gary, on le précise, c'était le lauréat du Goncourt. Oui. Et donc, pour Les Racines du ciel, c'était en 1956. Et La vie devant soi, voilà. En 1975, sous, en effet, le pseudonyme. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés au jeu, d'avoir parlé de la littérature sur ce plateau. Merci beaucoup, Jérémy. Et Vincent. Effectivement. Très actif. Peut-être juste un petit mot, un bonjour à Christine, à Kamel qui a été aussi assez présent là, et Christine qui nous cite un livre, donc il faut le dire quand même. Un qu'elle a beaucoup aimé, c'était Pierre de patience d'Ati Graimi, nous dit-elle, un petit bijou, un gros coup de cœur. 2008. Et toute petite question, je rajoute un tout petit peu, Mohamed, vos pronostics là pour les prix à venir. Je vais dire un truc. C'est tellement ouvert que c'est impossible. Pour le Goncourt, on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, on attend d'abord la liste finale, qui sera une surprise. Voilà. Et vraiment, ça n'a jamais été aussi ouvert. Et il y aura sans doute quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas une grande œuvre derrière lui, ou peut-être, on parle aussi de Daniel Piccoli, voilà, donc on ne sait pas. Bon, donc le suspense reste total, entier pour cette semaine. Donc le monde littéraire continue à retenir son souffle. Merci donc à tous les trois. Merci à toute l'équipe de préparation et à l'équipe de réalisation. Tout de suite, vous retrouvez le talk présenté par Yves Tréhard. Il reçoit Bruno Rotaillot. À très vite sur Figaro Live.